Histoire de Chine est un podcast de la Société d'histoire des Français de Chine. Il est animé par Michel Chapdelaine et David Morisot. Bonne écoute! Bonjour à tous, chers auditeurs. Dans ce nouvel épisode, nous accueillons avec plaisir Anne Dalle-Maréchal. Bonjour Anne. Bonjour. Bonjour David, mon partenaire d'interview. Anne, vous êtes docteur en histoire des religions et anthropologie religieuse de l'école pratique des hautes études et vous enseignez à l'université de Saint-Étienne-Jean-Monnet. Vous êtes par ailleurs membre associé du groupe Société, Religion et Laïcité. Et vous vous intéressez tout particulièrement aux missions chrétiennes et aux conversions au christianisme depuis 1840. Et depuis 2021, vous travaillez sur les missions chrétiennes en Mandchourie entre 1848 et 1949 dans une perspective anthropologique et historique. Vous êtes actuellement la commissaire d'une exposition intitulée « Sur les rives du fleuve Amour », une mission au nord de la Chine de 1838 à 1949, qui se tient actuellement aux missions étrangères de Paris jusqu'au 18 novembre 2023, rue du Bac. Je rappelle quand même que cette exposition est organisée conjointement par les missions étrangères de Paris et l'Institut Recherche France-Asie. Alors, en préambule, pour nos auditeurs, quelques mots sur le contexte de la mission de Mandchourie. Et je suis sûre que vous pourrez ensuite la compléter parfaitement. Donc, c'est en 1838 que le pape Grégoire XVI, établit la mission pour la Mandchourie et la confie aux missions étrangères de Paris. Monseigneur Vérole en sera le premier provicaire, où il arrivera en Mandchourie en 1842. Avec, semble-t-il, en sa possession, une carte de la Tartarie chinoise dessinée par un prêtre jésuite en 1651 et qui contenait les pays soumis au vicaire apostolique de la Mandchourie. Merci Michel. Je pose la première question. Donc, quand on parle de Mandchourie, qui est un terme qu'on utilise beaucoup moins aujourd'hui, ça peut être un peu mystérieux. Est-ce que vous pouvez nous donner le cadre géographique de ce terme? Oui. Alors, à l'époque où Monseigneur Vérole reçoit ses titres, c'est la région qui s'étend au-delà de la Grande Muraille de Chine, donc au nord de la Chine, du golfe du Liaodong jusqu'à l'embouchure du fleuve Amour. À l'ouest, il y a la Mongolie, ce qu'on appelle aujourd'hui la Mongolie intérieure, et à l'est, ça peut s'étendre jusqu'à la Corée ou le Japon selon ce que l'on souhaite à l'époque. Aujourd'hui, on parle plus vraiment de Mandchourie, effectivement. Si on en parle, c'est plutôt pour désigner un territoire un peu géographique, mais pas politique, en tout cas, contrairement aux années 1840. Et c'est globalement les trois régions du nord de la Chine, la Mongolie intérieure et éventuellement l'Amour russe. Donc c'est un territoire avec des déserts, de la taïga, de la montagne, le fleuve Amour qui passe en son milieu, qui est énorme, et ses deux grands affluents, l'Ussuri et le Sungari. Alors, Anne, comment ces missionnaires qui quittaient la France faisaient pour se rendre en Mandchourie, ce qui n'était quand même pas un voyage, j'imagine, très tranquille? Qui étaient ces hommes déjà, pour commencer, qui prenaient la décision de partir dans un pays totalement inconnu pour eux? Quelle était leur formation afin d'appréhender au mieux ce territoire inhospitalier et peu familier? Alors, ce sont les prêtres des MEP, qui sont des hommes qui se destinent à la mission. Quand on entre au MEP, on sait qu'on va partir en terre de mission. Les profils sont assez variés, surtout pour la Mandchourie. L'un des premiers à partir, le père de la Brunière, par exemple, vient d'une famille assez aisée. D'autres partent plus tard et se disent eux-mêmes curés de campagne. Donc, il y a des profils très variés. On y va par la mer, donc en bateau. Avant la construction du canal de Suez, il y a deux options. Soit on passe par le cap de Bonne-Espérance, soit on passe par les colonies qui sont établies au nord de l'Afrique et on traverse par la terre pour reprendre un bateau un peu plus tard. Donc, dans un premier temps, avant les années 1870, c'est très long pour y aller. Donc, c'est véritablement là que commence la mission de ces pères, où ils se frottent un peu à une population qu'ils connaissent pas bien, les matelots notamment, les Anglais aussi. Et puis, c'est aussi la première fois qu'ils voient des populations autres qu'ils n'ont pour l'instant jamais vues et dont ils ont pu lire quelque chose dans les ouvrages qui circulent à l'époque.
Donc, ils s'essayent un peu à la mission sur le bateau, parfois en arrivant lors de leurs différentes escales. Alors, la formation au séminaire concerne essentiellement des questions de religion et de mission. Il n'y a pas vraiment d'apprentissage de la langue, pour une raison qui me semble assez évidente, c'est que les prêtres ne se rendent pas tous dans le même pays. Donc, ça demanderait un enseignement linguistique très riche et varié à Paris. Donc, les prêtres partent pour Hong Kong. Et là, ils restent un petit peu à la procure de Hong Kong, où ils commencent à apprendre le chinois. Puis, ils montent jusqu'en Mandchourie, où ils sont placés sous la coupe d'un père déjà présent, qui va arranger l'apprentissage linguistique du nouvel arrivant. Donc, ça se fait généralement auprès d'un catéchiste, donc d'un chinois ou d'un mandchou. Et là, ça prend le temps que ça prend en fonction des individualités. Mais Anne, concrètement, entre Hong Kong et la Mandchourie, comment font-ils ? C'est loin. C'est loin, ouais. Et dans un premier temps, les missionnaires n'ont pas le droit de circuler en Chine jusqu'aux années 1860. Et donc, il faut traverser la Chine tant bien que mal. Alors, souvent, les missionnaires se déguisent. Ils choisissent déjà de passer soit par les réseaux de canaux qui sont plutôt développés dans la Chine, soit par la terre. Et dans les deux cas, il faut trouver un moyen de transport qui permettra de cacher les missionnaires à la vue de tous. Donc, on a soit les jonques, les bateaux avec une cale où on pourrait éventuellement se cacher, ou alors des calèches, des voitures, parce que les missionnaires appellent des voitures. Ils ont des serviteurs qui sont généralement des catéchistes qui les accompagnent jusqu'en Mandchourie et qui vont, par exemple, quand ils sont en voiture, ils vont aller en avant dans les auberges et dans les divers endroits où ils doivent se rendre pour réserver des chambres individuelles ou des lieux un peu plus sécurisés. Très bien. Abordons maintenant la question du regard des missionnaires. Donc, quel est le regard de ces missionnaires sur les différentes populations observées ? Est-ce qu'il y a des hiérarchisations dans ces populations ? Comment ils interagissent avec elles ? À quel point ils sont surpris par les pratiques religieuses, les langages plus ou moins inconnus qui ressemblent peut-être plus ou moins au mandarin qu'ils ont appris ? Comment font-ils leur mission ? Alors, la particularité de la Mandchourie, c'est qu'on y parle surtout le mandchou au début. Et il y a aussi une dizaine de populations qu'on appelle autochtones ou minoritaires. Et donc, quand les prêtres arrivent, il faut qu'ils parlent le chinois, le mandchou et éventuellement les autres langues qui sont parlées localement. Ces langues sont pour la plupart du tongus, donc tous un peu de la même famille linguistique, mais avec des variations locales. Dans un premier temps, les prêtres ne parlent pas cette langue, ils l'apprennent au gré de leurs rencontres. Donc, il y a des pères comme le père de la Brunière qui apprend les langues tongus et qui essaye de les noter, de se débrouiller pour avoir quelques phrases clés pour se faire comprendre quand il arrive dans les campements. Et en même temps que leurs premières observations se font, il y a évidemment une découverte, une opinion qui se forge. Et là, on voit apparaître à peu près dans les années 1850, quand les pères commencent à connaître un peu mieux la Mandchourie, une hiérarchie des populations dans leurs écrits. Il y a les Mongols, que généralement les pères aiment bien, parce que il se trouve que dans leurs contacts qu'ils ont avec les Mongols, ce sont généralement les lamas auxquels ils s'adressent, donc des personnes qui, au sein de leur propre culture, ont déjà une sorte d'affinité avec la religion et les questions religieuses. Donc, ils ont des échanges qui, intellectuellement, ont de la valeur pour eux. Donc, ils parviennent à placer les Mongols assez haut dans leur échelle des populations. Il y a ensuite les populations de tongus avec qui les rapports sont assez rares, assez divers, assez variés et qui rentrent assez bien dans la philosophie des Lumières, quoi. On a les bons et les mauvais sauvages un petit peu au sein de ces populations. Les prêtres ont du mal à comprendre leurs pratiques religieuses qui sont chamanistes, animistes. Et ils ne comprennent pas toujours ce qu'ils font, ils ne comprennent pas forcément leur mode de vie, leur organisation sociale. Et puis, il y a tout au bas de l'échelle les Chinois qui sont plutôt défavorables à la présence chrétienne, les autorités en tout cas, sont plutôt défavorables à la présence chrétienne, donc ça joue un peu contre eux. Et puis, les prêtres sont confrontés aux Chinois les plus pauvres, en fait, qui migrent depuis le sud à cause des famines, des persécutions, et qui donc se présentent aux portes
des lieux de culte dans un besoin extrême. Et ça aussi, c'est pas, ça ne joue pas en leur faveur dans l'opinion que se font les prêtres d'eux. Est-ce que peut-être vous pouvez nous parler de certaines populations spéciales que vous avez rencontrées au cours de votre recherche? Oui, la population minoritaire qui occupe le plus les écrits des prêtres en Mandchourie, ce sont les Pot-de-Poisson, la population Pot-de-Poisson qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de Nanaï, et qui regroupait pour les pères également les autres minorités de la région. Ils sont une dizaine aujourd'hui. Donc, ils étaient regroupés sous cette grande appellation de Pot-de-Poisson. C'est une traduction du terme chinois pour les appeler, donc peau de poisson, puisqu'ils étaient vêtus de vêtements fabriqués en cuir de poisson. Donc, c'était une technique de tannage des peaux de poisson assez développée, qui impliquait de fabriquer donc des robes par-dessus lesquelles on allait broder appliquer des motifs très développés, très fins. C'était des vêtements à la fois pour la pêche et la chasse, mais aussi des vêtements de cérémonie, de rituel. Et donc les pères ont eu du mal à comprendre ce système, le mode de vie de ces populations. Je ne pense pas qu'ils aient jamais apprécié la technicité de ces populations, mais en tout cas, elle a occupé leur description de la Mandchourie, notamment quand ils se procuraient les photographies de ces populations. Les explorateurs et photographes de la région faisaient poser des familles entières de peaux de poisson, donc en studio, pour les prendre en photo en habits rituels. Et donc, dans l'exposition, il y a des magnifiques photos conservées par l'IRFA, rapportées par les prêtres, mais il y en a aussi que la BNF a gentiment accepté de nous laisser exposer, du photographe, explorateur, géographe français Émile Nino, qui avait un studio de photographie à Khabarovsk, donc qui est maintenant la capitale de l'amour russe, et qui, entre autres, prenait des photos des populations locales. Et donc, c'est une population qui aujourd'hui, on retrouve en tant que minorité à la fois côté russe et chinois. Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est une des spécificités parmi les populations minoritaires de Russie. C'est la plus petite minorité de Chine et c'est une des plus petites de Russie également. Elle fait partie ce sont les Nanaï. Ils font partie de la dizaine de populations qui peuplent l'amour russe aujourd'hui. Ils sont environ 12 000 en Russie, 4 000 en Chine. Ils sont séparés depuis 1860 par cette frontière qui n'a pas toujours été très hermétique, mais quand même. Mais depuis environ 50 ans, les rapports étaient vraiment très, très peu fréquents. Ça fait 20 ans à peu près que les Nanaï disent avoir renoué avec les Nanaï de Chine, les Rejeux. Mais bon, c'est très officiel comme rencontre, comme ça se passe. Ils ne parlent plus la même langue, ils n'ont plus les mêmes pratiques. Je pense que ça contribue pas mal à l'image du Far West qu'on donne à la Mandchourie, puisque c'est un peu les mêmes situations qu'on avait avec les Amérindiens qui se retrouvaient entre le Canada et les États-Unis, et ce genre de familles minoritaires qui bougeaient au gré des conflits géopolitiques. Et je pense que c'est toutes ces populations qui sont pas les mêmes et en même temps se ressemblent beaucoup en termes de langage et de pratique. Ça crée une espèce de paysage mandchou assez folklorique. Petite question peut-être pour revenir sur la géographie et peut-être aussi pour quantifier les choses. Donc on parle de mission en Mandchourie qui est donc un territoire très vaste. Où est-ce qu'on retrouve l'implantation des différents prêtres MEP et puis qu'est-ce que ça peut représenter en termes de quantité de convertis par exemple? Alors c'est principalement au sud de la Mandchourie. Là où le paysage est le plus amical, on va dire. Et dans le nord, la région est moins habitée. Et puis ensuite, tout le nord de l'Amour est annexé par la Russie. Donc le nord, l'installation est un peu plus compliquée. Et jusqu'au début du XXe siècle, on voit que les pères tentent d'acheter des terrains, se les font reprendre, que c'est très instable. Mais dans le sud, ils s'installent bien. Il y a des orphelinats, des collèges, toutes sortes de lieux qui se créent, qui se maintiennent. Les raisons pour lesquelles ils cessent de se maintenir sont principalement les catastrophes climatiques.
les fleuves. Il y a beaucoup d'inondations, donc c'est assez fréquent que les bâtiments soient détruits, mais voilà, c'est plutôt au sud de la Mandchourie qu'il se situe. En termes de convertis, c'est une question un peu épineuse parce qu'à en croire les pères, il y a énormément de convertis. Il faut, dans ces nombres qu'ils nous donnent, qui sont parfois dans des dizaines de milliers, il faut compter les moribonds, les baptêmes de mourants. Et en Mandchourie, quand même pas un lieu très riche. Il y a beaucoup de famines, d'épidémies, etc. Donc voilà, j'aurais pas de réponse claire sur le nombre de convertis, mais bon. Mais néanmoins, est-ce que les prêtres missionnaires auront un appui ensuite d'autres missionnaires qui pourraient venir d'Europe ou même des sœurs, hein. Je crois que votre exposition parle des sœurs, j'ai oublié leur nom. Les sœurs de Porcieux. De Porcieux. Oui, plus la mission se développe, plus il y a de missionnaires. Donc petit à petit, il y a les missionnaires qui sont là depuis le début, qui peuvent accueillir les nouveaux arrivants et donc donner une image de plus en plus claire de la Mandchourie, on va dire. Il y a les sœurs qui viennent et qui peuvent, elles, fonder des orphelinats, enfin quelques orphelinats, et qui vont se maintenir assez longtemps comparé à ce que les pères font. Donc petit à petit, oui, ça se structure et ça se solidifie, on va dire. Et dans le même temps, il y a donc la migration de masse depuis le sud de la Chine pendant la deuxième moitié du 19e siècle, parmi laquelle il y a beaucoup de familles de chrétiens chinois. Et donc, dans le même temps, il y a des chrétientés qui se forment sans l'investissement des missionnaires. Donc, il y a quelque chose d'un peu conjoncturel dans la deuxième moitié du 19e siècle qui fait que la mission prend bien. Alors, et pourtant, au 19e siècle, la situation va évoluer rapidement pour la Mandchourie parce que politiquement, elle est aux croisées de plusieurs empires occidentaux, japonais, russes, chinois, même. Voilà, donc la situation évolue. Qu'en adviendra-t-il des missionnaires des MEP à ce moment-là ? Alors, je dirais qu'il y a deux temps dans la relation des missionnaires avec les autres forces politiques qui les entourent. Il y a d'abord avant 1860, pendant les guerres de l'opium, la guerre de Crimée qui touche la région de façon collatérale. Bien là, les missionnaires sont directement impactés puisque les autorités chinoises vont s'en prendre à eux quand ils ne peuvent pas toujours s'en prendre aux Anglais, aux Français, aux Russes. Donc, dans un premier temps, c'est plutôt compliqué pour les missionnaires de naviguer tout cela. Mais après, plus tard, quand commence l'occupation japonaise et russe de la Mandchourie, les missionnaires sont un petit peu de côté. Ils observent ça un petit peu de loin. Il y a moins de conflits. Les Chinois sont occupés à combattre soit les Japonais, soit les Russes, ou à se sauver. Donc, on s'occupe un petit peu moins des missionnaires vers la fin du 19e siècle. Les Japonais sont même plutôt favorables à la présence des missionnaires catholiques, puisqu'ils proposent qu'ils s'occupent des chrétiens japonais, par exemple, quand ils occupent la région. Quelles ont été vos sources, Anne, pour alors deux choses, déjà pour faire vos travaux et ensuite pour constituer cette exposition? Alors, j'ai plusieurs sources. Il y a d'abord, évidemment, les archives des MEP qui sont au cœur de l'exposition. Ces archives sont constituées des lettres écrites par les pères et envoyées à la procureure de Hong Kong ou alors au séminaire des MEP. Parfois, on a quelques lettres qui ont été envoyées aux autorités militaires ou consulaires et que les MEP se sont procurées. On a parfois les familles qui ont donné aussi les lettres qu'ils ont échangées avec le membre de leur famille qui était en Mandchourie. On a aussi des photographies que, dans un premier temps, les pères achetaient aux explorateurs et marchands de photos de la région. Ces photos sont assez incroyables et puis ce qui est très intéressant, c'est qu'on les retrouve aujourd'hui dans les collections ethnographiques et anthropologiques de la région. Donc elles sont simultanément dans les archives des MEP et dans les archives des musées. Et après, plus tard, les missionnaires eux-mêmes ont commencé à prendre des photos et un peu recenser la Mandchourie. Et la troisième source, ce sont les cartes dressées par les pères ou achetées par les pères qui leur permettaient de mieux comprendre le territoire et de l'organiser surtout. Et une autre source que j'ai utilisée, ce sont les publications des périodiques missionnaires, principalement conservées à la BNF, et qui concernaient aussi bien les missions catholiques que protestantes.
Et voilà, j'ai aussi, moi, fait du terrain dans l'amour russe pour travailler sur les transformations qui ont touché religieuses, qui ont touché les populations locales de cette région. Vous y êtes allé en quelle année ? J'y suis allée entre 2011 et 2015. Merci Anne pour votre temps et pour avoir répondu à nos questions. Donc je redonne les informations pratiques liées à l'exposition dont vous êtes le commissaire. Donc exposition qui est organisée, on le rappelle, par les missions étrangères de Paris et l'IRFA, l'Institut de recherche France-Asie, qui a lieu actuellement. Donc, elle a été ouverte à partir du 15 septembre, mais elle va jusqu'au 18 novembre. Donc, vous avez encore un petit peu plus d'un mois pour y aller. Elle a lieu du mardi au samedi de 10h à 18h, entrée libre, et elle est organisée aux missions étrangères de Paris, donc au 128 rue du Bac, dans le 7e arrondissement à Paris. Si vous voulez avoir plus de détails, vous pouvez d'ailleurs aller sur le site des missions étrangères au pluriel.com. Et on mentionne aussi, vous avez fait une conférence il y a peu qui a été donnée aux missions étrangères, et elle a été enregistrée et elle devrait être rapidement mise en ligne, et on n'hésitera pas, nous, à faire suivre le lien de cette conférence. Voilà pour les informations pratiques liées à l'organisation de cette conférence. Merci beaucoup Anne, et à très bientôt, j'espère. À très bientôt Anne, avec plaisir. Nous espérons que vous avez passé un bon moment avec le podcast Histoire de Chine. N'hésitez pas à nous soutenir d'un like sur votre plateforme de podcast de prédilection. Retrouvez la Société d'Histoire sur son site internet histoire-chine.fr. À bientôt sur Histoire de Chine.